Élue à 26 ans dans un caucus libéral de 99 députés, Christiane Pelchat a rapidement fait sa place à l'Assemblée nationale. Sa participation à la commission Bélanger-Campeau l'incite à effectuer un retour aux études en droit. L'aide humanitaire et la défense des droits des femmes guident son parcours post-politique. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Madame Pelchat. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci. Vous n'étiez pas candidat aux élections de 1994. Pourquoi avez-vous choisi ce moment pour retourner à l'université, faire votre bac en droit? En fait, j'ai toujours eu un intérêt pour le droit, toujours. Je vous dirais qu'il a été augmenté par ma participation à la commission Bélanger-Campeau, où j'ai eu le plaisir et le privilège d'entendre plusieurs grands constitutionnalistes venir se prononcer sur les questions constitutionnelles de sécession, séparation, et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Et j'ai eu le plaisir et le privilège aussi d'assister à plusieurs séances et commissions parlementaires sur la réforme du Code civil avec le ministre Gilles Rémillard et Mme Louise Arel. Et ça m'a vraiment motivée à aller faire mon droit parce que j'aimais la matière et notamment toute la partie des obligations dans le Code civil. Et ça pouvait peut-être avoir l'air un peu abstrait, mais toute la question des obligations, les contrats, la volonté des rencontres de consentement, ça me fascinait. Alors, j'ai décidé, parce que j'avais 34 ans en 1994, et retourner à l'université, j'avais déjà une année de fait que j'avais cumulé à temps partiel. C'était quand même 3 ans de vie à plein temps à l'université. Je me disais qu'à 34 ans, c'était peut-être le temps de retourner à l'école. Alors, j'ai laissé la politique pour aller faire mon droit, que j'ai complété. J'ai fait mon barreau et j'en suis très fière. Je pense que c'est une décision avec laquelle je vis le plus sereinement, puisque ma formation en droit m'amène encore aujourd'hui beaucoup de satisfaction. Entre 1998 et 2003, oui, vous avez travaillé dans plusieurs pays africains. Oui. Est-ce que l'international vous a toujours fasciné, intéressé? Je vous dirais que ça m'a intéressé les premières fois que j'ai fait des missions d'observation avec l'Assemblée nationale, d'observation d'élections. Et là, ça a commencé vraiment à m'intéresser. En fait, le travail d'avancement de la démocratie dans certains pays, ça a commencé à m'intéresser. C'est peut-être pour ça que, en fait, en 98, je suis allée pour la première fois au Sénégal travailler comme coopérante volontaire avec mon mari, à ce moment-là, qui était Serge Marcil, qui était aussi député à l'Assemblée nationale du Québec, donc qui, lui, avait eu le poste de chef de projet de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Donc, je l'y ai accompagné. Et là, on a travaillé presque durant 2 ans au Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal. Et là, c'est sûr que j'ai eu un coup de foudre pour travailler à l'étranger. Et j'ai continué par la suite, même si en 2004, je suis revenue. Fin 2003, en décembre 2003, 2004, je suis revenue. J'ai été chef de cabinet de Jane Augustine à Ottawa. Mais je suis repartie à un moment donné aussi. Mais j'ai toujours continué à faire de la formation, particulièrement avec les femmes en politique, les femmes élues. En 2001, j'ai dirigé un programme de NDI, National Democratic Institute au Sénégal, où on a formé 1500 femmes durant 2 ans à titre de candidate, dans un premier temps, aux élections municipales, et après cela, comme élues aux communes et aux mairies du Sénégal. Je vous dirais que ça a été une des expériences humaines les plus enrichissantes que j'ai vécues. Former ces femmes, aller en brousse, aller parler de la démocratie, du rôle des élus municipaux, des élus, des maires, des mairesses, l'importance de l'intégrité, de l'adoption du budget municipal, de la participation citoyenne, le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.
partout dans le pays sénégalais, avec particulièrement les femmes. Ça a été une expérience, et c'est grâce à mon expérience de députée que j'ai pu faire ce travail, parce que c'était mon travail en démocratie, mon travail actif comme députée, expérience personnelle de ce qu'est la démocratie, qui me permettait, qui me donnait autorité ou autorisation à parler de qu'est-ce que c'est la démocratie et comment cette démocratie devrait s'articuler autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à apporter énormément. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce travail des députés de l'Assemblée nationale? Parce qu'il me semble que c'est pas du temps perdu. Non. C'est loin des vacances. Non. Oh, c'est pas des vacances. Mais pourquoi on n'en parle pas? En fait, on n'en parle pas assez. Parce qu'on va observer des élections aussi, là, comme... Absolument. On fait beaucoup d'observations des élections, particulièrement avec l'EIF, oui. Qui est un des... avec le Commonwealth aussi, on en faisait aussi. Et vous savez, l'observation d'élections par d'autres pays, par d'autres parlementaires, ça contribue à la démocratie sur place. La première élection que j'ai observée, c'était au Gabon, et comme députée. Et je peux vous dire que tous les observateurs internationaux étaient là pour, pas seulement observer, mais pour renforcer la démocratie dans ce pays. Parce que quand un pays accepte qu'il y ait des observateurs internationaux sur son territoire, il accepte d'être critiqué, il accepte d'être observé, et il accepte d'être critiqué. Donc, il est obligé de faire mieux que s'il n'y avait aucune personne qui vienne regarder ce qui est fait. Alors, l'observation d'élections et l'observation d'élections par des parlementaires, c'est un rôle fondamental. Et on ne l'explique peut-être pas assez, ça. Mais c'est aussi, plus globalement, le rôle de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Et moi, je l'ai vécu particulièrement parce que j'étais aussi déléguée générale du Québec à New York, à Mexico, pardon. Et il y a eu 2 missions, dont une menée par Jacques Chagnon. Et l'importance des relations entre les parlements et les parlementaires, c'est sous-estimé. Mais moi, je peux vous dire que, par exemple, dans la négociation de l'ALENA, le gouvernement du Québec a pu bénéficier, avec les députés du Mexique, d'une oreille beaucoup plus attentive, parce que ces députés du Mexique ont connu les députés québécois et ont débattu pendant des années des impacts de l'ALENA, de l'effet de l'ALENA, etc., etc. Quand il a été le temps de signer la Convention sur la diversité culturelle, le Mexique a été un allié du Québec parce qu'on avait des relations diplomatiques au-delà du simple poste de délégué général, mais parce qu'il y a la diplomatie parlementaire qui a joué. Et ça, je pense que c'est un rôle ignoré des députés, mais qui devrait être valorisé. On entend parler des lunchs et des soupers que ces députés prennent, ou en tout cas certains, mais ça va au-delà du lunch et ça va vraiment... Ça renforce les relations entre les États, et particulièrement pour un État fédéré comme le nôtre, c'est important. À votre retour de l'Afrique, vous avez été chef de cabinet de plusieurs ministres, et fédéraux et québécois. Oui. Est-ce que c'est vraiment un travail ingrat? Qui voudrait être chef de cabinet? Seigneur, je ne sais pas. Je ne voudrais plus le faire, ça c'est certain. Non. Je pense que c'est un des pires travaux que j'ai eu à faire. C'est vraiment... le chef de cabinet, c'est la personne qui, au cabinet du ministre, est le pivot entre toute la machine du gouvernement, de son ministère, du ministère du ministre, et toute la machine politique aussi, et le lien avec le cabinet du premier ministre. Alors, c'est une espèce de gardien de but qui doit garder le but devant, mais aussi derrière, et ça n'arrête jamais. Et il doit tout faire pour protéger son ministre ou sa ministre. Et c'est un rôle
très, très difficile et très stressant. Et vraiment, c'est pas facile, en tout cas, quand on veut bien le faire, c'est pas facile de faire ce travail-là. C'est toujours votre faute? C'est toujours la faute du chef de cabinet, tout le temps. Et c'est la première personne sacrifiée quand il y a quelque chose qui ne va pas. En 2006, on vous a nommé présidente du Conseil du statut de la femme. Et à ce moment-là même, vous étiez en faveur de l'interdiction du port de signes religieux par les employés de l'État. Est-ce que le gouvernement a bien reçu cette option-là? D'abord, j'aimerais remercier, vous dire que c'est grâce à Jean Charest. En fait, c'est Jean Charest lui-même qui m'a nommée présidente du Conseil du statut de la femme. Et je lui en serai toujours gré. C'était pas une nomination qui faisait l'unanimité. Oh. En fait, j'ai rarement fait l'unanimité, moi, au Conseil des ministres. Un petit peu trop rebelle, peut-être. Mais, et effectivement, le premier avis que j'ai publié, j'ai été nommée au mois de novembre 2006 et en 2007, j'ai publié un avis qui disait que les accommodements raisonnables, à chaque fois qu'il y avait un accommodement raisonnable qui portait atteinte aux droits des femmes, cela devenait un accommodement déraisonnable. Alors, c'est dans ce contexte qu'on a publié cet avis et qui a été rédigé par Caroline Beauchamp, une grande juriste. Et on a démontré par cet avis, donc déjà en 2007, et c'est la première fois qu'une organisation aussi importante que le Conseil du statut de la femme prenait position, à savoir que l'égalité des femmes et des hommes, pour être respectée, devait servir de frein à la liberté de religion. Et que pour ce faire, il fallait que l'État adopte des mesures de laïcité dans sa propre maison et qu'il interdise les ports de signes religieux à ses fonctionnaires pour bien marquer que l'État est laïque, qu'il y a une réelle séparation entre l'État et le religieux. Et effectivement, l'avis a été bien reçu dans la majorité de ces conclusions. C'est le deuxième avis qui a été reçu plus difficilement, parce que ce premier avis a quand même mené, grâce toujours à je vous dirais, l'intelligence, pas seulement politique, mais l'intelligence de juriste de Jean Charest, qui a accepté notre recommandation principale, qui était de modifier la Charte québécoise, les gens l'oublient, pour y inclure l'équivalent de l'article 28 de la Charte canadienne, qui dit que toutes les personnes, tous les droits de la Charte sont accordés également aux hommes et aux femmes et on ne peut pas y porter atteinte. Et notre crainte, et c'était aussi sous le conseil du professeur Henri Brun qu'on a fait adopter cette modification, notre crainte, c'était que, comme il n'y avait pas l'équivalent de l'article 28 dans la Charte québécoise, la Cour aurait pu dire, bien, comme ce n'est pas là et que le législateur ne parle pas pour rien dire, c'est dans la Charte canadienne, ce n'est pas dans la Charte québécoise, donc on ne peut pas donner la même protection aux droits des femmes dans la Charte québécoise. Et on a réussi à faire adopter cette modification législative, fort importante quant à moi. Donc, c'est le deuxième avis du Conseil du statut de la femme qui a été plus difficile à avaler par les membres du gouvernement, parce que là, on disait carrément que le gouvernement devait interdire tous les signes religieux, devait adopter une loi sur les accommodements raisonnables pour que cessent les accommodements raisonnables tels qu'il était accordé un peu de manière un peu tout croche, comme on dit en bon québécois, et qui, on ne pouvait pas servir une femme, ou c'est-à-dire un homme pouvait demander d'être servi par un homme plutôt qu'une femme, ou encore ne pas avoir une examinatrice à la Société d'assurance automobile qui était une femme parce que sa religion l'empêchait d'être... Et puis, il y a eu toutes ces histoires qui n'étaient pas des accommodements raisonnables, mais les vitres givrées, etc. Donc, on a adopté un avis qui dit non, il faut que ça arrête. Il faut que le gouvernement accepte
que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un droit protégé par nos chartes et la liberté de religion ne peut pas venir y porter atteinte. Alors, et ça, oui, effectivement, ça a fait grincer un peu les dents de certains membres du gouvernement. Quand on voit que même la chef du parti vert, Elisabeth May, elle a pris 4 jours avant de dire qu'elle ne tolérerait pas qu'un de ses députés vote pour la réouverture du débat sur l'avortement. 4 jours, parce que ses convictions personnelles, étaient en jeu. La religion, les principes religieux, quant à moi, c'est une des plus grandes menaces aux droits des femmes. Et l'élection de 2019 nous prouve que c'est encore une menace. On s'en sort pas. Les 3 religions monothéistes, la base de ces religions, c'est l'infériorisation des femmes. Hein? C'est le patriarcat. Et ça, c'est des gros mots. Il faut faire attention quand on dit patriarcat parce que on n'est pas politiquement correct. Mais si on est... C'est une réalité. C'est la réalité. C'est la réalité, absolument. Et comme l'a mise au jour Françoise Héritier, quant à moi, la grande, très, très grande anthropologue, le patriarcat, c'est le système de société le plus universel au monde. Les religions sont nées dans le creuset du patriarcat, comme on l'a dit dans un avis du Conseil du statut de la femme. Et c'est encore comme ça dans la Bible, c'est encore comme ça dans la Torah et comme ça dans le Coran. Alors, je ne vois pas comment se fait-il que cette menace ait disparu. Non. Au contraire, elle est toujours très imminente pour moi. Et tant qu'on n'est pas capable d'affirmer la laïcité de l'État, on est menacé. Êtes-vous satisfait de votre temps comme présidente du Conseil du statut de la femme? Je suis très satisfaite. J'ai toujours vu et je vois toujours le Conseil du statut de la femme comme un chien de garde de l'action gouvernementale qui peut porter atteinte aux droits des femmes à l'égalité. Et je sais que j'ai dérangé beaucoup et que j'ai même des anciens collègues libéraux qui disent souvent maintenant « Ah, Christiane, elle n'était plus libérale quand elle était au Conseil du statut de la femme. » Alors moi, je réponds, j'étais pas libérale, j'étais pas péquiste, j'étais pas caquiste. J'étais d'abord féministe et en charge d'une organisation qui est le chien de garde du droit des femmes à l'égalité. Alors, je sais ce que j'ai fait. Et bon, j'étais peut-être plus vocal que d'autres, mais je suis très satisfaite de ce que j'ai fait. Le droit des femmes à l'égalité, c'est le premier droit auquel on porte atteinte sans impunité, je dirais. Donc, s'il n'y a pas des conseils comme le Conseil du statut de la femme pour rappeler les obligations législatives et constitutionnelles au gouvernement, on va reculer, ça c'est certain. Est-ce que vous avez une question que beaucoup de journalistes ont toujours voulu vous poser? Est-ce que votre lutte, si vous voulez, pour l'égalité des femmes explique votre départ pour le Mexique comme délégué après? Quelle question! Effectivement. Est-ce que cela explique? Je dois dire que je pense que d'un commun accord, le gouvernement et moi, on a convenu que j'avais fait ce que j'avais à accomplir et que oui, effectivement, ça devenait plus difficile, mes relations avec le gouvernement. Et effectivement, je pense que de part et d'autre, et ça a été bien fait, encore une fois, c'est le premier ministre Charest lui-même qui m'a demandé d'accepter, en fait, qui m'a offert le poste de délégué général du Québec à Mexico, et je l'ai accepté. Mais pour être franche et honnête, effectivement, il y avait des tensions importantes qui faisaient en sorte que, bon, valait mieux... ça faisait 5 ans déjà que j'étais au Conseil du statut de la femme. Donc, moi aussi, je pensais que c'était bon pour moi de faire autre chose. OK. Quel était votre mandat?
En fait, c'est de faire rayonner le Québec et de faire connaître le Québec, ses entreprises, ses universités et toute sa culture. Et j'aime dire que il faut faire attention de penser que les délégations générales du Québec dans le monde doivent tellement s'orienter sur l'économie. Je pense que ça, c'est peut-être une erreur presque stratégique. Si on coupe, par exemple, tout le soutien à l'expression culturelle dans les pays où on a nos délégations, on vient de se couper nos relations économiques. Et dans beaucoup de pays, les relations économiques commencent d'abord par des relations culturelles solides. Et je pense que notre produit culturel est probablement le meilleur ambassadeur du Québec à l'étranger, avant même d'avoir nos produits économiques. Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment valorisant d'être délégué dans un pays comme le Mexique, plus que d'autres pays? Ou... En fait, le rôle du Québec au Mexique est très important. C'est pour ça que c'est une délégation générale et non pas une simple délégation. Ah. Et c'est justement à cause de l'ALENA, parce que beaucoup d'entreprises européennes se servent du Québec pour venir au Mexique ou se servent du Mexique pour venir investir aux États-Unis ou même investir au Canada à cause de l'ALENA. Okay. Cette entente commerciale et qui a été renouvelée fait en sorte que nos exportations vers le Mexique ont augmenté beaucoup et vice-versa. Et je pense que c'est un tremplin aussi pour le marché européen qui veut pénétrer le marché américain et le marché canadien. Parlons un peu de votre orphelinat en Haïti. Oui. Surtout de son importance pour vous comme projet personnel. Oui. Bien, en fait, je dois dire que ça fait 10 ans en janvier que mon mari est décédé en Haïti, Serge Marcil. Alors, quand il est décédé, on était tous c'était très dramatique. Et on avait déjà une fondation avec laquelle on travaillait, surtout en Afrique de l'Ouest. Et un petit peu en Haïti, mais pas vraiment. Et il y a une autre fondation qui est dirigée par la maman de Nicole Léger, Jeanne d'Arc Léger, qui est venue me voir pour l'aider dans l'aide pour reconstruire un orphelinat dans les montagnes des Nippes en Haïti. Alors, j'ai observé cette fondation, ce qu'ils faisaient pendant quelques mois, parce que, bon, ayant travaillé à l'étranger, en humanitaire et en coopération internationale, il faut quand même être prudent. Et après avoir été convaincue que c'était une bonne cause, j'ai travaillé avec eux, avec Mme Léger et Vasco, son gendre. Ils ont ramassé suffisamment d'argent pour reconstruire. Nous avons contribué à cette campagne pour reconstruire l'orphelinat, la nouvelle maison des enfants. Et depuis 2011, la Fondation Serge Marcil est très engagée envers l'orphelinat et le bien-être des enfants, l'éducation de ces enfants-là, la santé. Et nous continuons à aider aussi les religieuses qui s'occupent des enfants. C'est pas facile en Haïti, c'est vraiment très difficile. Et les enfants dont on s'occupe, c'est des enfants qui sont encore plus vulnérables que les enfants déjà vulnérables d'Haïti, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils sont, abandonnés très souvent, ou bien ils sont amenés à l'orphelinat, même s'ils ne sont pas complètement orphelins de père et de mère, mais parce que la maman, par exemple, est malade. Elle a souvent des maladies mentales non traitées, ou encore que la maman est décédée, le papa ne peut pas s'occuper de tous les enfants. Donc, c'est vraiment de la misère humaine. Et si ce n'était pas de la Fondation Serge Marcil et de la Fondation du Père de Houx, cette communauté n'aurait aucune aide. Rien. Autant pour se nourrir, pour se loger, pour se vêtir, mais aussi pour aller à l'école, payer tous les frais scolaires
Et quand ils sont là, on a 3 jeunes qui finissent l'université en agronomie. Ah! C'est une première, on est très fiers de ça. Donc, on a 3 jeunes filles l'année passée, il y a 2 ans, qui ont fini un cours en hôtellerie, un cours technique en hôtellerie. Donc, ce sont des enfants qui ont gradué. On a un autre garçon qui a gradué cette année en électricité mécanique. On a 2 grandes filles qui étudient en ce moment en infirmerie. Alors, si ce n'était pas, la Fondation Serge Marcel, essentiellement, paye pour la scolarité des enfants. Et je suis assez fière de ça parce que vous savez que le premier métier de mon mari, Serge Marcel, c'était enseignant. Ouais. Donc, c'est certain que lui, l'éducation, c'était sa priorité. Donc, je suis très fière de ce qu'on fait à cet orphelinat. Est-ce que Haïti est condamné à être une sorte de tragédie roulante, éternelle, qui ne finit pas de finir? Là? La plus grande tragédie d'Haïti, c'est les dirigeants. Ouais. C'est ça la plus grande tragédie, la plus grande catastrophe. Mais celle-là, elle est permanente. Parce que depuis l'indépendance d'Haïti, on ne peut pas dire que les gouvernements ont fait vraiment du bien au peuple haïtien, pour le peuple haïtien. Et encore aujourd'hui, bon, il y a des protestations dans les rues et c'est grave ce qui se passe. Et c'est encore à cause de l'indigence de l'État haïtien. Alors, ça, c'est la plus grande catastrophe. Et elle n'est pas une catastrophe naturelle. Ce n'est pas une catastrophe climatique. C'est une catastrophe humaine menée par des humains, des femmes et des hommes, mais surtout des hommes, excusez-moi de le dire, parce que le gouvernement haïtien n'est pas très composé de femmes. Non. Il y a peut-être une femme. Alors, c'est des mauvaises décisions et c'est la cupidité, l'appât du gain qui fait que le gouvernement et l'État haïtien dans cet état. Alors non, il n'est pas condamné. Mais comment ça se fait que la communauté haïtienne, la communauté internationale, après avoir mis autant d'argent, les structures fondamentales du pays sont encore les mêmes. Et ce qui fait que la corruption et l'indigence gouvernementale se répètent. Des fois, les gouvernements se donnent bonne conscience, on donne l'argent, puis après ça, ils... Probablement. Ils sont plus là. Je pense que c'est effectivement, malheureusement, c'est une réalité très triste. Est-ce que la politique vous manque? Pas du tout. Oui, vous êtes toujours dedans? En fait, il y a différentes façons de changer les choses. Il y a différents lieux, il y a différents... et je pense que j'ai su utiliser les autres médiums pour faire changer les choses et avancer les choses. Mais je pense que celui de la politique, c'est le plus extrême. C'est vraiment un sport extrême. Et j'ai déjà donné, je pense que... Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de retourner dans ce domaine. Et merci d'être venu nous voir. Ça me fait grand plaisir. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous.